La passion amoureuse ne dure pas. C'est une vérité d'expérience. Celui qui vous dit on vit ensemble depuis 10 ans, je suis aussi amoureux qu'au premier jour, est soit un crétin, soit un menteur. Et plus vraisemblablement les deux. Il y a 20 ans, j'avais contribué assez largement à porter EDF vers le marché, comme quoi vous n'avez pas soulevé toutes les contradictions. Mais donc ça ne m'a pas gêné de revenir 20 ans plus tard, diriger EDF à 100% détenu par l'État, parce que je pense que c'est assez clair de comprendre pourquoi l'État a voulu faire ça. C'est donner cette perspective de long terme qui est essentielle à l'action de l'entreprise. Mon inquiétude, c'est de voir à quel point la diplomatie a tendance à devenir un élément de la politique de communication des États, alors que ça devrait être un outil au service de grandes ambitions, de paix, de justice, de lutte contre les grands fléaux. Le groupe investit chaque année entre 2,5 milliards et 3 milliards en R&D. Voilà, notre raison d'être, c'est la recherche et le développement chez Thales. L'ordinateur quantique, comme toute technologie, peut être utilisé pour la meilleure des choses et pour des choses qui sont effectivement pas souhaitables. Nous ne pouvons plus considérer que la paix est, je dirais, quelque chose d'acquis, malheureusement, si je puis dire, en Europe. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux ce soir pour assister à cette nouvelle conférence de symposium. Patrice Ken, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Il y a quelques jours, vous rendiez visite à nos chers camarades de l'école polytechnique afin de leur apporter votre vision des grands enjeux contemporains et l'apport de la technologie et des ingénieurs pour y faire face. Vous avez maintenant face à vous un public constitué d'électrocentraliens dont la majorité, et j'en fais malheureusement partie, a lamentablement échoué face au concours de l'X. Là où vous, au contraire, avez brillé. Car c'est précisément de ces mêmes rangs que vous sortez en 1989. Marchant dans les pas de votre frère aîné Stéphane, diplômé à la fois de l'X et des mines de Paris, dont vous rejoignez ensuite le corps. Cette formation, hautement prestigieuse, vous ouvre dans un premier temps des portes très variées, du groupe pharmaceutique Fournier à la banque d'investissement Charterhouse Bank Limited. Vous vous ouvrez en parallèle au secteur public, enchaînant plusieurs postes à responsabilité au sein de l'administration française. Vous allez même jusqu'à superviser le dossier de création d'Areva, une multinationale française spécialisée dans le nucléaire, en 2001. Une constante semble cependant se dessiner petit à petit, votre passion pour l'industrie et la technologie. C'est donc naturellement que vous vous présentez à Thales en 2002, prenant des postes de direction de multiples unités et accumulant ainsi de l'expérience dans de nombreux domaines. Mais en 2012, alors que vous êtes déjà pressenti comme étant le nouveau président-directeur général du groupe, Jean-Bernard Lévy vous prend de court et accède à ce poste à votre place. Il vous nommera tout de même membre du COMEX de l'entreprise, moyen pour vous de commencer à élaborer votre stratégie. Il vous faudra peu de temps pour faire vos preuves, mettant l'accent sur l'amélioration des performances opérationnelles et financières du groupe, vous semblez rapidement faire l'unanimité autour de vous, jusqu'à être qualifié par Gilbert Brockman d'excellent manager, très humain et à l'écoute, sachant rattraper des solutions difficiles. Rien que ça. 12 ans, ça ferait le temps qu'il vous faudra pour vous hisser à la tête de l'entreprise que vous dirigez maintenant depuis presque une décennie. Une ascension qui met en exergue votre passion pour l'industrie, un profond attachement au groupe Thales et une ambition au service du bien commun. Vous êtes par ailleurs loin d'être le seul satisfait par cette nouvelle nomination. Au sein du groupe, vous jouissez d'une forte légitimité, vos employés sont rassurés. En 10 ans, beaucoup de choses ont évolué, mais une année semble marquer un tournant au sein du groupe. Que ce soit par l'acquisition de Gemalto, le géant néerlandais de la sécurité numérique, ou bien par l'entrée du groupe dans l'indice du CAC 40, 2019 est une année qui vous réussit particulièrement. Sous votre direction, Thales s'est hissé au rang de leader mondial de la sécurité numérique et des équipements aéronautiques et de défense. Mais ces faits d'armes ne sont en réalité que la partie émergée, car c'est au sein même du groupe que vous brillez le plus. Prenant la tête d'une entreprise en perte de souffle en 2014, le dialogue et la confiance que vous instaurez entre vous et toutes les parties prenantes font monter les chiffres en flèche.
Vous inscrivez Thales dans une démarche éthique, responsable, durable. Vous développez ces secteurs clés, historiques, en vous reposant sur l'innovation et des investissements efficaces. En bref, vous semblez emmener tout votre groupe pour une ascension sans fin. PDG, président du directoire de l'Association nationale de la recherche et de la technologie, vice-président de France Industrie, chevalier de l'Ordre national du mérite et de la Légion d'honneur, et j'en passe, rien ne peut exprimer assez bien l'honneur que vous nous faites ce soir en étant présent ici. Et je vous laisse désormais la parole. Merci. Merci Esteban pour ce discours introductif. Bonsoir cher public, merci d'être avec nous ce soir. Patrice Ken, bonsoir et merci encore d'avoir accepté notre invitation. Avant de commencer notre échange, souhaiteriez-vous réagir en quelques mots à cette présentation de votre parcours ? D'abord, merci beaucoup de m'avoir invité ce soir, un plaisir. Voilà, et même si je viens après un petit speech à l'école polytechnique, il n'y a aucun rapport, hein, c'est une pure coïncidence. J'ai plusieurs passions, j'espère qu'on pourra les partager ce soir. La passion de Thales, ça a été rappelé dans le petit CV là, qui a été reparcouru. La passion de l'industrie aussi, la passion de la recherche, la technologie. J'ai des engagements qui vont au-delà de ceux de Thales, hein, en président par exemple l'ANRT, l'Agence nationale pour la recherche et la technologie, et puis en étant vice-président de France Industrie. Voilà. Et puis j'ai une dernière passion, c'est celle de mon pays. Et j'ai trouvé chez Thales le moyen de conjuguer tout ça. Et j'en suis très heureux. Maintenant, je suis à vous pour les questions. Si l'on fait un retour sur votre parcours, alors fraîchement diplômé de Polytechnique et du corps des mines, vous débutez votre carrière dans le conseil et le M&A, ce qui peut étonner pour un jeune ingénieur et encore plus pour le futur PDG d'une grande entreprise industrielle française. Avec le recul, est-ce que cette expérience vous a apporté beaucoup de... Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté en sortie d'école ? Parmi je trouve les choses qui ont été très formatrices au départ du parcours, quand vous entrez au corps des mines, on vous envoie 2 ans en entreprise. 2 ans d'entreprise. En fait, donc, j'ai pas commencé par de la banque d'affaires, j'ai commencé dans un laboratoire pharmaceutique à Dijon. Et donc effectivement, l'idée d'aller déjà dans une industrie, une vraie industrie, hein, et puis j'en dirais loin des sphères parisiennes, était une première, je trouve, expérience qui m'a beaucoup enrichi et que j'ai adoré. Ensuite, l'idée c'était de faire un parcours à l'étranger, un stage à l'étranger. Donc j'y suis allé effectivement dans une banque d'affaires et je me suis aperçu, et c'était très très utile, que je n'aimais pas du tout ce métier-là. Donc ça a été très utile et ça a confirmé, bon voilà, je dirais une intuition quand on est étudiant, de dire voilà, j'ai envie de construire des choses, peut-être du côté de ceux qui construisent que de ceux qui conseillent ou qui accompagnent. Et donc effectivement, cette seconde expérience en banque d'affaires, à la fois utile de travailler dans un pays qui n'était pas le sien, l'Angleterre, hein, confronter à une autre culture, etc. Et puis valider cette intuition que j'avais envie plus de faire que de conseiller. Et justement, vous avez mentionné votre passion, donc votre passion pour Thales et l'industrie. Vous l'acclamiez déjà en 2018, lorsque vous étiez pressenti pour prendre la direction d'Airbus, en déclarant que vous étiez toujours aussi passionné par les métiers de Thales et qu'en 17 ans, vous n'aviez jamais souhaité vouloir faire autre chose. Cette passion, vous vient-elle de votre passage par le public, en partie marqué par la création d'Areva, ou était-elle née directement au sein de Thales ? Finalement, votre choix d'intégrer Thales était-il guidé par la raison ou par le cœur ? Alors d'abord, je crois que ce genre d'appétence, on les construit dans le temps. Hein. Ça commence avec peut-être un certain atavisme familial. Moi, j'ai un père qui est ingénieur, donc déjà, j'imagine que ça influence, voilà, quand on est plus jeune. Et puis, il y a ce que vous faites après dans votre parcours. Donc pour moi, l'école polytechnique, pardon. Et puis ensuite, dans les premiers stages, comme je le disais, avant d'intégrer le corps des mines. Il se trouve que le corps des mines est un corps qui s'occupe, entre guillemets, des questions industrielles pour le compte du ministère de l'Industrie. Donc ça a confirmé, si je puis dire, cette appétence. Après, ce que j'ai trouvé quand j'ai, je dirais, commencé une deuxième carrière, après avoir passé presque une dizaine d'années au service de l'État, en tant que fonctionnaire, je voulais faire l'industrie, et 2, ce qui m'a plu chez Thales, c'est le fait que cette industrie, je l'ai dit, était, je dirais, assez proche, voire même très proche,
d'intérêts nationaux. Quand on travaille chez Thales sur beaucoup de nos métiers, alors peut-être pas tous nos métiers, mais beaucoup de nos métiers, l'intérêt de l'entreprise rejoint des intérêts d'un pays. C'est très vrai pour les métiers de la défense, hein, mais c'est vrai aussi pour d'autres métiers de cybersécurité ou de spatial, où vous travaillez pour une industrie qui est particulière. Donc finalement, j'ai considéré ou j'ai retrouvé le fait de travailler pour son pays en tant que fonctionnaire et continuer de travailler dans son pays, pour son pays de façon différente dans une grande entreprise. Comme nous l'avons déjà évoqué, votre longévité au sein du groupe est remarquable. Après 17 ans dans des postes clés et de direction, vous êtes à la tête de Thales maintenant depuis 10 ans. Mais vous, comme l'entreprise, continuez d'afficher un dynamisme impressionnant avec des acquisitions récentes comme Imperva dans le domaine de la sécurité ou bien un Cobham dans l'aéronautique. Est-ce que vous espérez reproduire l'impact stratégique de l'acquisition de Gemalto il y a quelques années ? Les stratégies, on peut dire qu'on avait tout prévu au départ, mais ce ne serait pas vrai. Ça se construit aussi, je veux dire, au fur et à mesure dans le temps. Voilà. Quand on m'a confié les rênes du groupe en 2014, en décembre 2014, lui-même d'ailleurs était issu d'une trajectoire, d'un parcours à la fois, comme on dit, de croissance organique, puis aussi d'acquisition. Ce qui est très important dans le cas de Thales, c'est que sur chacun de nos métiers, ce serait difficile d'avoir la taille critique parce qu'on opère sur des marchés historiques qui eux-mêmes sont beaucoup moins gros que par exemple le marché américain. Je prends le cas de la défense, c'est évident. Le marché américain de la défense est jusqu'à 50 fois plus élevé que celui de la France. Et donc, pour autant, quand on est, je dirais, totalement immergé de technologie, si on veut atteindre une certaine taille critique, on pourrait disserter à loisir, c'est quoi la taille critique ? On est obligé d'être sur différents types de métiers. Voilà. Et ces autres métiers, le spatial, l'aéronautique, et puis maintenant ce qu'on appelle l'identité et la sécurité numérique, viennent vraiment compléter effectivement pour avoir une taille suffisante, aujourd'hui 20 milliards, puis on est en croissance en plus, qui permettent effectivement, alors dans la petite vidéo je disais 2 ou 3 milliards, mais bon c'est daté, on est plutôt à 4 milliards d'euros d'investissement chaque année. Et quand on regarde en fait la composition des effectifs de groupe, sur 80 000 de nos collaborateurs, il y en a 33 000 qui sont en ingénierie, en R&D, en développement. Donc quelque part, Thales, parfois je dis c'est une espèce d'immense laboratoire. On a 33 000 personnes qui, je dirais, s'adonnent à des travaux d'ingénierie et de développement. Sur les 80 000, c'est probablement, en tout cas en Europe, je n'ai pas trouvé d'équivalent de groupe de cette taille-là, mais surtout qui a cette intensité technologique. Voilà. Aux États-Unis, c'est pareil, c'est difficile. Vous pouvez trouver des groupes qui sont beaucoup plus gros que Thales, bien sûr. Mais cette intensité technologique, elle est assez spécifique de Thales. Et effectivement, j'ai cherché à la renforcer toutes ces années. C'est vrai qu'on a été amené, ce qui est rare dans la vie d'une entreprise, à vendre des activités considérant que finalement l'intensité technologique n'était peut-être pas suffisante, qu'on n'allait peut-être pas pouvoir rester le meilleur ou parmi les tout meilleurs de la classe. Voilà. Et c'est une décision, par exemple, qui n'a pas été facile à prendre, de vendre des activités de signalisation ferroviaire ou métro. Ce sont des activités avec de la technologie, mais probablement pas suffisantes pour nous permettre de rester ce que j'appelle au meilleur niveau mondial. Voilà. Comme on parle d'acquisition, de développement et de décision, comme on le sait, l'État joue un rôle clé chez Thales, à la fois comme actionnaire majeur et client principal, tout en vous apportant un soutien financier à travers des dispositifs comme le crédit d'impôt recherche, par exemple. Il est clair que cette relation doit parfois être complexe. Vous arrive-t-il de vous sentir contraint par certaines décisions étatiques, que ce soit en termes de financement, d'orientation stratégique ou même de liberté d'innovation ? Contraint, non, je ne dirais pas contraint. Alors c'est vrai que nos relations sont multiformes avec l'État. Pour autant, elles sont assez découplées. L'État actionnaire, il fait son job, il fait son boulot d'État actionnaire, je dirais presque comme un autre actionnaire. En tout cas, les différences ne sont pas si marquantes ou marquées qu'on pourrait le croire. Là où l'État est en fait le plus important pour l'avenir du groupe, c'est en tant que client. Ce n'est pas tellement en tant qu'actionnaire finalement. Et en tant que client, oui, c'est un client important, à peu près 3,5 milliards de chiffre d'affaires par an. Bien sûr, c'est le client de défense. Voilà.
l'État joue un rôle aussi quand vous exportez, puisqu'effectivement, dans la défense, la loi vous interdit d'exporter. D'ailleurs, c'est quelque chose qui n'est pas très connu. Parfois, les investisseurs nous demandent, alors est-ce que vous pouvez vendre tel truc à machin, etc. Non, on a le droit de vendre à rien. Et c'est par dérogation, finalement, qu'un pays, alors là on est en France, on parle de la France, mais je pourrais dire la même chose quand nous exportons depuis l'Australie ou depuis l'Angleterre, depuis les pays dans lesquels on est implanté. C'est bien un gouvernement, un pays qui vous autorise, ou pas d'ailleurs, d'exporter. D'ailleurs, souvent il vous autorise et il vous demande à la fois. Enfin, c'est quelque chose où, je dirais, où la puissance publique est importante, mais c'est normal. Je veux dire, dans le domaine de la défense, on vend des choses qui sont quand même pas tout à fait comme les autres. Le fait que ce soit quelqu'un qui ait la légitimité du suffrage universel, prenons le cas de la France, et le gouvernement qui va avec, qui finalement décide de ces questions-là, me semble très normal. Ce n'est pas un dirigeant d'entreprise privée, je dirais, de prendre ce type de décision. Donc voilà, on a des relations, je dirais, diverses avec l'État. Oui, l'État joue un rôle très important. Il y a aussi les mécanismes de financement, mais ceux-là, ils ne sont pas, je dirais, spécifiques à Thales. Le crédit d'impôt-recherche, qui est très important pour nous, il est très important parce qu'on fait beaucoup de recherche, et beaucoup de recherche en France. Le crédit d'impôt-recherche, d'ailleurs vous l'avez peut-être entendu dans les débats en ce moment sur le budget, etc. C'est vrai que c'est des sommes importantes, 7 à 8 milliards d'euros pour l'ensemble du crédit d'impôt-recherche en France. Mais pour autant, il n'y a pas de responsable politique ce soir. C'est dommage, parce que je leur dirais à quel point c'est vital et fondamental si on veut garder en France une industrie de haute technologie. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez, vous comparez le coût de la recherche, le coût d'un chercheur, un ingénieur qui fait de la recherche, en France, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, au Portugal, en Roumanie, etc., etc. Et aux États-Unis. Voilà, je prends un certain nombre de pays qui nous parlent. La France, aujourd'hui, compte tenu de son modèle social, qu'il faut financer, qui est très protecteur, qui est très généreux, engendre un certain nombre de coûts. Et ça rend le coût de nos chercheurs parmi les plus élevés en Europe. Grâce au crédit d'impôt-recherche, on retombe, si je puis dire, dans la moyenne des coûts d'un chercheur en Europe. Sous-entendu, sans le crédit d'impôt-recherche, nous serions aussi chers qu'aux États-Unis, parce que les États-Unis, c'est très cher, mais ils ont quelque part d'autres atouts que n'a pas la France. Et ça nous mettrait à un niveau de non-compétitivité proche des pays du Nord, par exemple. Et donc, c'est très important pour la France, parce que si on veut garder des usines, et il nous faut des usines, il faut des centres d'ingénierie, et pour garder ces centres d'ingénierie, il faut qu'on soit, je dirais, compétitif dans la recherche. Alors parfois, on me dit, oui, mais nos ingénieurs, ici présents, ils sont super bien formés, ils sont super intelligents, et donc ça doit bien compenser aux ingénieurs à l'étranger. Je suis désolé de dire non. Non, nos ingénieurs au Portugal et en Espagne sont aussi super bien formés, super intelligents. Et quand vous regardez, par exemple, il y a une différence entre nos collègues français et nos collègues portugais. Si je raisonne en base 100, un collègue français équivaut 100, un collègue portugais, c'est 40. Voilà. Est-ce qu'on peut compenser, alors pas par le temps de travail, en plus en France, par plus d'efficacité, cet écart? La réalité est non. Voilà. Et donc, heureusement qu'il y a le crédit d'impôt-recherche, que ce soit d'ailleurs pour Thales ou toutes les autres entreprises qui font de la recherche en France, voilà, pour maintenir ce niveau de compétitivité qui est absolument clé pour, je dirais, tirer notre épingle du jeu à long terme dans une compétition qui est quand même féroce aujourd'hui au niveau mondial. Vous avez mentionné tout à l'heure l'existence d'une taille critique dans les investissements. À ce sujet, Thales avait initialement exprimé un désintérêt stratégique pour les activités du groupe Atos, aujourd'hui en grande difficulté financière. Pourtant, la reprise des activités stratégiques de ce dernier par l'État et par Thales a récemment été annoncée. Donc, dans ce contexte, quelle pourrait être l'évolution de la stratégie de Thales vis-à-vis de cette acquisition et peut-être les nouvelles opportunités qui s'offrent à vous ? Alors d'abord, il ne faut jamais croire ce que les journalistes écrivent.
C'est pas parce que les journalistes le disent que pour autant c'est exact. L'histoire d'Atos, pardon, pas de Thales, d'Atos, bon, bah, elle est bien triste. Hein. C'est un très grand groupe, en partie technologique, qui vit une période difficile, une forme de un peu descente aux enfers. Comme quoi, je vais répondre à votre question, mais je crois que c'est pas inintéressant pour ceux qui aiment l'industrie de notre pays. Ces grands groupes technologiques, et moi quand ça me fait réfléchir pour Thales, on est mortel. Voilà, c'est pas parce qu'on est gros, entre guillemets, qu'on est immortel. Les groupes peuvent mourir. D'ailleurs, avant Atos, quand vous regardez, dans les années 2000, il y a un groupe, peut-être que vous êtes trop jeune, qui s'appelait Alcatel. Alcatel a disparu. C'était un très grand groupe technologique en France. Et quand on regarde effectivement ce qui s'est passé pour Alcatel, ils ont probablement manqué un tournant technologique. Là aussi, à l'époque, je pense que vous êtes trop jeune, les standards télécoms, c'était du Edge, du GPRS. Ils n'ont pas cru à la 2G, 3G. Voilà. Ils aimaient finalement pourquoi avoir plus de débit. C'est vrai que les téléphones, à l'époque, on ne pouvait pas regarder TikTok ou Instagram. Sauf qu'ils n'ont pas pris ce tournant technologique. Et quand ils se sont réveillés, c'était trop tard. Voilà. Bon, puis après, il y a eu d'autres facteurs qui font que aujourd'hui, Alcatel est devenu Nokia. La réalité, c'est qu'Alcatel a disparu. Dans le cas d'Atos, il y a eu effectivement, là aussi, probablement, des tournants technologiques qui n'ont pas été compris. Et disant ça, je ne juge personne, j'observe. J'observe qu'effectivement, des tournants technologiques comme l'arrivée du cloud n'a pas été anticipé par un groupe comme Atos. Un autre tournant qui n'a pas été anticipé, alors c'est plutôt un tournant de business model que de technologie, qui est celui de ce qu'on appelle l'offshoring. L'offshoring, c'est un gros mot pour dire effectivement aller localiser, je dirais, un certain nombre d'équipes dans des pays à bas coût, entre guillemets, en l'occurrence l'Inde. L'Inde est un très grand pays, d'abord en termes d'ingénieurs, puisque l'Inde, je dirais, met sur le marché chaque année plus d'1,5 million d'ingénieurs, là où en France c'est 40 000. Voilà. Donc effectivement, c'est un vase d'expansion naturelle et en plus qui est très compétitif. Vous regardez un groupe comme Capgemini. Aujourd'hui, Capgemini est massivement parti en Inde pour son développement, mais heureusement, ça lui a permis de continuer à pouvoir exister en Europe et en France. Atos n'a pas pris ce tournant-là. Est-ce qu'ils ne l'ont pas vu? Est-ce qu'ils ne l'ont pas compris? Est-ce qu'ils n'y ont pas cru? Quand vous combinez ces deux, je dirais, ces deux non-décisions ou deux erreurs stratégiques, eh bien effectivement, alors ça met du temps, mais 10 ans plus tard, vous vous retrouvez effectivement dans un corner avec une activité infogérance qui est peut-être à peu près la moitié du groupe Atos, qui sont des activités qui sont en déclin. Parce que la infogérance, effectivement, aujourd'hui, toutes les grandes entreprises passent sur le cloud, progressivement. Et puis, une activité de conseil informatique, ce qu'on appelle les ESN, entreprises services numériques, qui est là aussi, parce qu'ils n'ont pas fait d'offshoring massif et qui ont des problèmes qui a un problème de compétitivité important. Bon, voilà pourquoi, effectivement, Atos en est là où il est. Maintenant, Atos héberge quelques activités stratégiques que vous mentionnez. Celle qui est vraiment stratégique pour l'État, c'est celle des supercalculateurs. Pourquoi? Parce que, pour en fait, une seule raison. Parce que des supercalculateurs, vous pouvez en acheter aux États-Unis, vous pouvez en acheter, il y a un constructeur, vous pouvez en acheter au Japon, il y a 2 constructeurs, même en Chine si vous souhaitez. Parce que la dissuasion nucléaire a besoin de ces supercalculateurs pour faire tourner les codes de simulation. En fait, Depuis que la France a pris la décision politique d'arrêter les essais nucléaires à Mururoa, la seule façon qu'a la France de vérifier effectivement que, entre guillemets, ça marche, je mets des guillemets, ça marche, c'est de le faire par simulation. Ce sont des simulations mathématiques extrêmement complexes qui nécessitent énormément de puissance de calcul. La France, il y a des années, a voulu être indépendante, notamment des Américains, pour faire tourner ces calculs extrêmement compliqués. D'où Atos, enfin Bull en l'occurrence, là aussi vous êtes trop jeune, Bull qui a été racheté par Atos. Donc ça, effectivement, c'est une activité qui est très importante pour la France et c'est sans doute celle-là pour laquelle l'État s'est donné comme priorité de la mettre à l'abri d'une façon ou d'une autre. Voilà. Mais en l'occurrence, pas chez Thales. Moi, je ne sais pas quoi faire des supercalculateurs. On est bon dans une industrie quand on l'exerce, qu'on la comprend. On n'est pas dans l'industrie des supercalculateurs. C'est pour ça qu'à plusieurs reprises, j'ai eu l'occasion de dire non, nous n'achèterons pas les supercalculateurs d'Atos. Je ne saurais pas quoi en faire. Je ne saurais pas mieux le gérer que, à la limite, ce qu'en fait Atos aujourd'hui.
Et puis Atos a quelques activités de défense. C'est d'ailleurs un peu bizarre, c'est un peu perdu dans un groupe qui fait 10 milliards d'avoir effectivement une peut-être centaine de millions d'euros d'activités de défense. Enfin, bon, c'est ainsi. Et là, je dirais, quelque part, ce que fait Atos dans ces quelques programmes de défense, d'autres, dont Thales, savent le faire. Donc si demain ça devait s'arrêter, je veux dire, il n'y a pas de problème pour la défense française, pour les armées. D'autres groupes seraient reprendre les programmes et les faire place. Tout ça pour dire, effectivement, à plusieurs reprises, j'ai confirmé le fait que nous n'étions pas intéressés pour Atos, soit parce que ce n'est pas du tout nos métiers. Le conseil informatique, ce n'est pas notre métier. L'infogérance, ce n'est pas nos métiers. En plus, c'est des métiers en déclin. Les supercalculateurs, ce n'est pas nos métiers. Et quant aux petits bouts de défense, oui, ça pourrait être chez nous, mais en l'occurrence, ça pourrait être chez d'autres. Et surtout, ça pourrait être simplement repris, en termes de programme, par des acteurs qui savent faire ça. Nous avions évoqué donc l'État comme client et actionnaire pour Thales. Votre deuxième grand actionnaire est Dassault, qui détient plus de 26% de vos actions. De votre côté, vous jouez un rôle crucial dans ces activités, donc en fournissant notamment l'électronique des Rafales à hauteur de 25% de la valeur de ces avions emblématiques. Étant donné cette relation particulière, comment gérer la collaboration et les éventuels conflits d'intérêts qui peuvent exister entre ces deux fleurons de l'entreprise française que sont Thales et Dassault? Ça crée des liens, ça c'est sûr. Ça crée des liens. Non, mais ça se gère bien. L'actionnaire Dassault est un actionnaire d'abord stable, un actionnaire industriel, donc à la limite il raisonne comme nous. Autant vous pourriez me titiller sur l'actionnaire État. Finalement, c'est quoi la nature d'un actionnaire étatique? Autant un actionnaire industriel, je veux dire, il raisonne comme nous. En plus, on est dans des industries, pour le coup, on est les mêmes. En tout cas pour la défense, voilà, sur les mêmes industries. Moi, je suis très reconnaissant de l'actionnaire Dassault parce qu'ils nous ont toujours accompagnés. En tout cas, ces 10 dernières années où j'ai dirigé le groupe, je dirige le groupe, ils nous ont toujours accompagnés dans nos mouvements stratégiques, y compris dans des industries qui ne sont pas celles du groupe Dassault. Quand j'ai présenté l'acquisition de Gemalto, c'était quand même pas totalement évident. Et ils nous ont fait confiance. Ils nous ont accompagnés. Tous nos actionnaires nous ont accompagnés, mais en particulier, effectivement, le groupe Dassault. Et d'abord et avant tout parce que la décision, elle se prend au niveau d'un conseil d'administration. Elle ne se prend pas en assemblée générale des actionnaires. Donc en fait, ceux qui valident, qui vous disent oui ou non, c'est votre conseil. Et dans votre conseil d'administration, effectivement, ce que j'appelle les deux grands actionnaires pèsent un peu plus que les autres. Donc oui, ça se gère, effectivement, le côté actionnaire d'un côté, le client de l'autre. D'ailleurs, je pratique cette même, je dirais, je ne veux pas dire schizophrénie, mais en tout cas relation à plusieurs, je dirais avec plusieurs de nature différentes, avec Naval Group, pour lequel, pour le coup, c'est nous qui sommes actionnaires de Naval Group. Naval Group étant par ailleurs un très grand client pour nos activités navales en France. En juin dernier, lors du salon Eurosatory, Thales a annoncé un quadruplement de la capacité de production de munitions de votre usine de La Ferté-Saint-Auban, suite à une commande importante de l'armée française. Parallèlement, vous prévoyez aussi de doubler la production de vos radars, passant de 10 à 20 unités par an. Comment gérer cette montée en cadence qui implique des défis logistiques considérables, aussi bien au niveau des embauches, de la production et des ressources ? C'est des défis qui sont considérables. D'ailleurs, ce qu'on a un petit peu de mal, on a eu un peu de mal à expliquer au pouvoir public. Ce sont des industries de très long terme. C'est aussi vrai d'ailleurs dans l'aéronautique ou le spatial, pour lequel nous sommes très, très impliqués. En fait, pour les radars, on va même monter à 37. C'est-à-dire qu'on va à peu près multiplier par 3,7, on a un peu moins de 10, on va dire, avant la guerre en Ukraine. Et c'est en train de monter jusqu'à 37 radars par an. On voit d'ailleurs que ce n'est pas de la production de masse, on est d'accord. Mais pour autant, ça reste un effort considérable, comme vous l'avez souligné, de deux types, à la fois humain, parce qu'il faut plus de gens, plus de cerveaux, on va dire ça comme ça. Et ça, les cerveaux, ce n'est pas duplicable facilement. Vous pouvez avoir de très bons ingénieurs qui viennent de Centrale Supélec. Pour autant, il va falloir effectivement les former au domaine d'application. Ce n'est pas parce que vous savez faire des équations que demain vous saurez faire un radar. Donc ça demande je veux dire, un peu d'apprentissage. Ce que je dis au niveau des ingénieurs ou de l'ingénierie est vrai au niveau de nos techniciens
est vrai au niveau de nos ouvriers aussi. Donc un effort humain qui est considérable à mener, avec un temps d'apprentissage qui n'est pas compressible à l'infini. Et puis, il faut un peu plus de capacité industrielle. Et c'est vrai que dans ces domaines-là, ce sont des capacités industrielles qui sont lourdes, entre guillemets. Des chambres anéchoïdes, par exemple, c'est pas tellement construire un bâtiment qui prend du temps. C'est tout ce qui va avec, effectivement, pour que l'ensemble des moyens de fonctionnement, les bancs de test, les équipements, etc., soient fonctionnels et vous puissiez commencer à intégrer, dans cet exemple, intégrer de nouveaux radars dans ces bâtiments supplémentaires. Voilà, donc ça cet effort, finalement, on l'a commencé à partir du moment où, entre guillemets, les besoins se sont accélérés. Mais effectivement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire en quelques mois, ça se mesure plutôt en nombre d'années. Voilà. Donc si on est en 2024-25, ayant commencé en fait, ça a commencé avant la guerre en Ukraine. Plutôt, on va dire, en 21. Vous voyez, ça fait presque 4 ans pour arriver effectivement à multiplier par 4 une production de tels objets. Et cette accélération de la production des radars, c'est une traduction du passage à l'économie de guerre, donc une expression qui est apparue peu à peu après la guerre en Ukraine et qui a été définie dans la loi de programmation militaire comme la capacité à produire plus vite et à coût maîtrisé. Aujourd'hui, vous semblez quand même bien préparé à répondre à ces exigences malgré le défi qu'elles représentent. Et finalement, cette capacité d'adaptation notable dont vous faites preuve, est-ce qu'elle répond à un besoin immédiat ou est-ce qu'il s'agit plutôt d'une action préventive ? Je pense que l'Europe est en train, quelque part, et la France dans votre question, de ce que j'appelle réparer. Là aussi, je mets des guillemets à réparer. On va dire près de 30 ans, je dirais, d'atonie ou de sous-investissement dans son outil de défense. En fait, si on fait un tout petit peu d'histoire, 1991, chute du mur de Berlin, l'URSS finalement explose, et à ce moment-là, beaucoup de gouvernements en Europe considèrent que c'est la fin de la guerre froide et qu'on est rentré dans une ère de paix, de très long terme. Ce que je disais d'ailleurs dans la petite vidéo que vous avez passée juste avant. Et évidemment, tout le monde était sincère en pensant ça, en se projetant, je dirais, dans la durée, dans une ère de paix, et tant mieux d'ailleurs, et tant mieux. De fait, de manière très logique, les gouvernements, les responsables politiques ont été amenés à revoir leurs priorités, la dépense publique n'étant pas infinie, pour aller vers des causes très nobles, l'éducation, la culture, la santé, plein d'autres choses. 2022, le réveil était un peu difficile. 2022, alors il y avait eu quand même une alerte très sérieuse en 2014 avec l'invasion de la Crimée par la Russie, avec en fait une non-réaction des pays européens, une non-réaction de l'OTAN, qui d'ailleurs a probablement été, je dirais, quelque part un message incitant le président Poutine à recommencer quelques années plus tard, 2022, où effectivement, pour la première fois, les Européens se sont réveillés avec ce que j'appelle une guerre à leur porte. Quand les Européens, et c'est beaucoup la France et l'Angleterre finalement, qui se sont engagés sur des opérations extérieures, en coalition, quand ils se sont rendus sous l'égide de l'OTAN d'ailleurs, en Afghanistan, on en pense ce qu'on en veut, mais en tout cas, au Mali, dans d'autres pays, c'était un peu loin des yeux, loin du cœur. Finalement, la communauté de défense n'est pas forcément connue par le grand public. Je ne veux pas dire que ça n'intéressait pas grand monde, sauf les spécialistes, mais je pense que les Français dans leur ensemble ne se sentaient pas concernés et se sentaient en sécurité. Et sans doute avait-il raison. Pour autant, le monde a commencé à changer quand même à partir de 2014, et 2022 était un réveil difficile. Et l'ensemble, et la France pour le coup est loin d'être la pire, et pas celle qui a, je dirais, est le plus imprévoyante. L'ensemble des pays européens se sont réveillés, en fait, avec cette incapacité de se défendre
en cas d'agression. Bon. Avec y compris des choses très prosaïques. Vous avez entendu parler, je dirais, du très faible nombre de missiles ou de munitions qu'ont les pays. Donc des choses extrêmement prosaïques, mais qui avaient été tout mis, si je puis dire, au minimum, et encore une fois, parce que d'autres priorités politiques avaient été choisies. Je redis, l'éducation, la santé, la culture, etc., etc. Donc moi, je ne suis pas là pour critiquer ou refaire l'histoire après coup. À chaque fois, je pense qu'ils ont essayé de prendre les meilleures décisions au moment où ils l'ont prise. Bon, pour autant, si effectivement on considère, et je dis bien malheureusement, que nous sommes revenus dans une ère difficile, voire dangereuse, effectivement, les pouvoirs politiques ont été amenés à revoir leurs priorités et à réinvestir dans leur outil de défense. Voilà, donc c'est ce qui a amené, d'ailleurs, ça a commencé avant 2022 pour la France. Je pense que il y a une première inflexion en 2015 avec les attentats du Bataclan. Ça, pour le coup, vous vous en souvenez, ça a été effectivement un traumatisme très important. À ce moment-là, donc c'était François Hollande qui était président de la République, il y a une première inflexion pour dire on n'est quand même pas au niveau où on devrait l'être si on veut assurer quelque part la sécurité des Français. Ça a été accéléré en 2017 avec le président Macron, et c'est vrai que ça a été prolongé en 2022. Ce qui est difficile à faire comprendre à nos concitoyens, c'est que il faudra plus que 2 quinquennats pour rattraper 30 ans. Il ne faut pas dire de désarmement, c'est pas vrai, mais en tout cas 30 ans, je dirais, de mise quelque part sous coupe rase, si je puis dire, de l'outil de défense. Et ça, c'est très compliqué à expliquer, parce que c'est vrai qu'on est toujours dans l'immédiateté, il faut toujours réagir à la dernière chose qui arrive, etc., etc. Or là, si on veut, je dirais, faire quelque chose qui se voit, c'est probablement 10-15 ans d'effort, voilà, en plus de ce qui a déjà été fait. C'est ainsi, c'est lié au cycle de développement, c'est lié aux choses extrêmement complexes qui sont à faire. Et ça, effectivement, en tout cas, si la France et si l'Europe considèrent que ça redevient un sujet important, c'est sans doute un cycle au moins d'une décennie, voire plus, je dirais, de reconstitution de l'outil de défense qui est devant nous. Dans ce contexte de tensions géopolitiques croissantes et de demandes accrues en matière de défense, vous avez dû opérer une restructuration de votre activité spatiale. Celle-ci s'est notamment traduite par la suppression de nombreux postes chez Thales Alenia Space, dont 1000 en France, ce qui suscite des interrogations quant à l'anticipation de ces réductions d'effectifs. Thales fait par ailleurs face à une concurrence de plus en plus intense dans ce domaine. Aviez-vous anticipé ces choix stratégiques? Et donc, dans ce contexte, quelles sont vos ambitions pour le domaine du spatial? La réponse est un peu dans la question. Non, probablement pas suffisamment, c'est sûr. Comme quoi, je veux dire, personne n'est parfait. Et nous ne le sommes pas, évidemment. Le marché spatial, je ferai peut-être la différence entre deux segments de marché. Un qui se porte plutôt bien, qui est le marché dit institutionnel, avec comme grand client l'Agence spatiale européenne. Derrière, vous retrouvez les gouvernements, en fait, ou les agences nationales, comme le CNES en France, ou leurs équivalents dans d'autres pays. Ça, c'est lié à la volonté de gouvernement d'investir dans ce champ fantastique qu'est le spatial, que ce soit pour des missions d'exploration, d'observation, de la science. Le grand programme, par exemple, Copernicus, qui consiste effectivement à produire, à développer et produire des satellites pour mieux comprendre finalement l'impact de l'activité humaine sur la planète. Parce que depuis l'espace, vous pouvez mesurer quasiment presque tout ce que vous voulez. C'est absolument fantastique. Donc ça, effectivement, c'est un segment de marché qui se porte bien parce que les gouvernements investissent dedans. Les clients, c'est les gouvernements. Celui qui souffre aujourd'hui, c'est celui des télécoms et des télécoms civils. Pour le coup, ce n'est pas des gouvernements. Les clients, c'est des opérateurs télécoms. Donc en France, c'est un nom comme Eutelsat. En Europe, c'est des gens comme SES au Luxembourg, etc., etc. C'est un marché qui est aujourd'hui... Alors, on l'avait vu venir, mais finalement,
collectivement, on n'a peut-être pas su comment réagir en fait. Ce qu'on a vu venir, c'est un nouvel acteur qui allait perturber, disrupter, comme on dit, très fortement ce marché qui est Starlink. Voilà. Et il y a 3-4 ans, moi je me souviens très bien avoir alerté les pouvoirs publics en leur disant Starlink va faire à l'industrie des télécoms spatiales ce qu'ils ont fait, SpaceX a fait à l'industrie des lanceurs. Voilà. Alors vous allez dire, vous avez alerté, c'est rien passé. C'est vrai. Qu'est-ce que nous, on aurait pu faire? On aurait peut-être pu restructurer plus tôt, parce que ça s'appelle restructurer, enfin réduire la voilure, parce que le marché en fait est en train aujourd'hui de se contracter de manière très forte et très brutale. Grosso modo, le marché est divisé par 2 en quelques années. Il n'y a quand même pas beaucoup d'industries qui en 2-3 ans voient son marché divisé par 2. Alors, moi je dis souvent, et notamment à nos organisations syndicales, on a quand même vachement de chance chez Thales. Vachement de chance chez Thales parce que justement, comme on est sur plusieurs métiers, on va pouvoir recaser tout le monde, il n'y aura pas de licenciement, dès lors que les gens acceptent bien sûr d'aller faire d'autres métiers dans le groupe, et parfois une mobilité géographique, mais c'est même pas, je dirais, nécessaire dans tous nos métiers, parce que l'aéronautique se porte bien à nouveau, parce que dans nos métiers défense, il y a beaucoup de demandes, et bien on va pouvoir redéployer effectivement les gens, les compétences, les talents qu'on a du spatial vers d'autres activités du groupe. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de chance. Je l'ai dit d'ailleurs au moment du Covid, quand c'est notre activité aéronautique qui a énormément souffert, il n'y avait plus un avion qui volait à cette époque-là dans le monde. Donc c'est une activité... Alors, en fait, elle n'est pas passée à zéro, en l'occurrence. On a perdu à peu près 30% d'activité, parce que comme les chaînes de fabrication ont quand même continué, alors à petite vitesse, Airbus n'a pas tout arrêté de produire des avions, mais toute la partie maintenance, support, il n'y avait plus d'avions qui volaient, donc ça s'était arrêté. Voilà. Et donc à l'époque, pareil, on a mis en place ce mécanisme de redéploiement alors c'était plusieurs centaines de personnes concernées, vers l'aéronautique civile, vers d'autres activités du groupe. Ce qui a permis effectivement de redéployer et non pas de restructurer. Voilà. Donc c'est vrai, je dis oui, on a un modèle résilient chez Thales et on a beaucoup de chance parce qu'il y a beaucoup de groupes qui sont sur un marché, quand ça va mal, quand ça va bien vous embauchez, puis quand ça va mal, vous débauchez. Voilà. Et c'est toujours traumatisant, c'est toujours difficile pour les gens bien sûr, mais pour l'entreprise aussi, que de devoir gérer ces périodes de restructuration. Voilà, donc pour le spatial, effectivement, on est amené effectivement à redéployer nos gens sur d'autres activités, mais effectivement, on ne laissera personne sur le bord de la route. Un autre sujet majeur de concurrence dans le domaine de la défense, c'est celui de l'intelligence artificielle. Vous prenez une IA de confiance, explicable et hybride. Quelles sont les caractéristiques spécifiques de cette IA que vous développez chez Thales et en quoi se distingue-t-elle des modèles traditionnels que nous connaissons tous, comme l'IA générative ChatGPT par exemple? Si j'essaie de l'expliquer simplement, regardons les cas d'usage finalement. À quoi sert cette intelligence artificielle chez nous ou pour nos clients? La plupart du temps, c'est pour des choses qui sont critiques pour la sûreté de fonctionnement. Donc effectivement, de l'IA là aussi je prends des exemples, c'est un peu caricatural, mais c'est juste pour poser les choses, qui est utilisé sur des sites pour faire du shopping en ligne, et si finalement on vous propose un barbecue plutôt qu'une voiture, c'est pas grave, ça vous fait sourire. L'IA s'est trompée, elle a mal compris vos choix, vos goûts, pourquoi vous avez surfé à tel endroit. Voilà. Si on fait ça dans un avion, c'est juste pas possible. Bon, parce que la vie des passagers et de l'équipage est en jeu. Donc voilà, cet exemple est trivial, mais pour montrer qu'effectivement, l'IA dont on a besoin est une IA qui est spécifique et très différente de celle utilisée typiquement par le monde des GAFA. On sait que une des branches d'IA, parce que l'IA en fait, ça recouvre plein de technologies différentes, de branches différentes, comme vous le savez. L'IA qui est la plus, je dirais, qui a été rendue la plus populaire, les réseaux de neurones, le machine learning, le deep learning, ne permettrait pas de répondre à ces questions de transparence et d'explicabilité. Et donc, in fine, de certificabilité. Le fait qu'on puisse certifier une IA comme on certifie un logiciel qui monte dans un avion.
c'est pourquoi qu'on travaille sur d'autres types d'IA, notamment l'IA symbolique ou l'IA par les modèles. Donc, ce n'est pas de l'apprentissage par les données, c'est de l'apprentissage par les modèles. Et le mode hybride que vous avez cité, c'est quand on combine les deux, finalement. Voilà. Et ce qu'on essaye de faire, donc on n'est pas encore arrivé à se convaincre qu'on a, je dirais, de l'IA qui soit certifiable, mais déjà qu'elle soit explicable et transparente. Transparente au sens où, déjà, on comprend comment le résultat de l'IA est fait. C'est parce que ça permet, quand le résultat n'est pas bon, du coup, de faire une inférence et puis de remonter, puis de corriger le modèle. Et puis, qu'elle soit explicable, qu'elle soit compréhensible, c'est aussi important parce que si quelque part, alors dans nos métiers, on garde toujours ce qu'on appelle l'humain dans la boucle. Pour le coup, c'est de la vraie fausse autonomie. L'IA va vous proposer des choses, mais ne va pas la faire à votre place. Et on comprend encore une fois, vous êtes dans un avion, vous n'avez peut-être pas envie que l'IA fasse tout sans le pilote. C'est peut-être bien quand même de garder l'être humain pour quelque part valider ou en tout cas superviser l'intelligence artificielle. La personne qui doit à la fin des fins valider ou invalider d'ailleurs la proposition, je dirais, qui est faite par l'intelligence artificielle, elle doit être consciente de ce qu'elle fait. Elle doit comprendre finalement ce qu'on lui propose et pas tirer à pile ou face. Ah tiens, ça a l'air pas mal, je dis oui ou je dis non. Voilà. Bon, donc ça demande effectivement là aussi tout un travail, je dirais, de quelque part de simplification, de manière à ce qu'effectivement, à la fin, on comprenne la décision qui est prise. Et puis il y a tout le travail sur la notion d'IA éthique ou responsable. C'est pas si simple. Alors souvent on parle des biais inconscients dans les algorithmes. Oui, bien sûr. Enfin, c'est un sujet de recherche. On parle aussi des données, par exemple, quand vous faites de l'impressage par les données, qui ne doivent pas être elles-mêmes biaisées d'une certaine façon. Mais il y a bien d'autres choses aussi qui permettent petit à petit de se doter d'outils d'ingénierie qui nous permettent de faire de l'IA de confiance, dans lequel finalement vous pouvez avoir confiance sur ce qu'elle vous propose. Voilà ce sur quoi on travaille. C'est absolument nécessaire compte tenu de la nature de nos métiers. Et c'est aussi ça d'ailleurs qui crée quelque part des barrières à l'entrée qui nous protègent aussi d'une certaine façon face aux GAFA, qui elles effectivement n'ont pas ce type d'exigence et donc peuvent travailler sur d'autres types d'IA qui sont d'ailleurs tout à fait spectaculaires. Quand on regarde effectivement l'arrivée de ChatGPT, c'est sûr que ça frappe les esprits. Voilà. Après, souvent je dis, c'est peut-être pas comme ça qu'on va sauver la planète pour autant. Mais bon, c'est une autre réflexion. Et le souci d'encadrer l'IA a justement été pris en compte par l'Union européenne, qui a promulgué en juin dernier l'IA Act. Donc c'est une législation qui impose notamment aux entreprises développant des solutions IA de mettre en place une documentation approfondie, incluant des preuves de conformité aux exigences. Cette loi, dont aucun semblant n'existe en Amérique ou en Chine, semble donc induire un désavantage concurrentiel pour les entreprises tech européennes. Dans ce contexte, serait-il plus judicieux de renoncer à une telle loi pour garder la compétitivité, ou au contraire, faudrait-il montrer l'exemple à nos voisins américains et chinois ? Que l'IA pose des questions, je dirais, éthiques, voire de notre nature, c'est exact, et ça ne sert à rien de le nier. En tout cas, on ne le nie pas. Ce n'est pas la seule technologie d'ailleurs qui peut être clivante ou poser des questions éthiques ou morales. Par exemple, la biométrie pose tout un tas de questions. Dès lors qu'on la pose, je dirais, sans avoir des idées préconçues, il ne faut pas refuser de répondre à ces questions. Le fait que l'Union européenne ait voulu, je dirais, encadrer peut-être l'utilisation débridée d'une telle technologie, moi, ne me choque pas. Bon. Après, est-ce qu'on est allé trop loin versus le besoin aussi d'innover des entreprises? Honnêtement, c'est un peu tôt pour le dire. C'est sûr que intuitivement, l'encadrement est quand même très lourd, hein, oui, très méticuleux, très pointilleux. Voilà, mais en tout cas, oui, moi je suis de ceux qui pensent que dans ces domaines, il faut de la régulation. Et c'est bien d'ailleurs la responsabilité, à nouveau, non pas tellement des entreprises, mais en tout cas plus des responsables politiques que des entreprises. Alors nous-mêmes, on a nos propres, je dirais, chartes internes, hein, mais quelque part, ça commence déjà effectivement par une responsabilité politique. Mais c'est vrai qu'on retrouve dans ces domaines comme d'autres une tendance de l'Europe, je dirais, à réglementer plutôt que d'inciter.
Mais c'est parce que aussi l'Europe a été conçue pour ça. La seule chose que sait faire l'Europe, c'est de la réglementation. L'Europe ne lève pas l'impôt. Donc l'Europe ne peut pas effectivement, je dirais, lever de l'impôt pour redistribuer, pour inciter, etc. Pourquoi aux États-Unis, quand vous regardez le sujet de la décarbonation, en Europe, on réglemente, et si vous n'êtes pas dans les clous de la réglementation, quelque part, on vous punit, on vous pénalise. Aux États-Unis, on ne réglemente pas. Par contre, on vous invite, en vous donnant de l'argent, à investir dans la décarbonation. On est vraiment sur deux philosophies totalement différentes. Un, on ne réglemente pas, mais par contre, si vous le faites, on vous récompense, entre guillemets, on donne de l'argent, on vous aide. Dans l'autre cas, on vous dit ça, vous devez le faire, et si vous ne le faites pas, vous êtes puni. Bon. Alors on pourrait se poser la question, est-ce que c'est lié, je dirais, à notre histoire, à la façon dont l'Europe s'est construite? Mais en tout cas, il y a un fait qui aujourd'hui, en tout cas, me semble difficile à changer compte tenu de la nature de la construction de l'Europe, c'est que l'Europe ne sait ou n'a été dotée que de pouvoirs réglementaires. L'Europe ne lève pas l'impôt. Donc demain, l'Europe voudrait inciter, elle aurait bien du mal. Alors il y a quelques programmes européens qui le font, mais en l'occurrence, c'est de l'argent que les pays versent quelque part de manière volontaire. Mais l'Europe elle-même ne peut pas décider de lever l'impôt. Voilà. Un autre champ d'innovation stratégique pour une entreprise comme Thales repose sur l'exploitation des propriétés quantiques de la matière afin de développer le calcul quantique, mais aussi la communication et les capteurs quantiques. Concernant ces derniers, de telles technologies pourraient permettre de multiplier leur performance d'un facteur 1000, ce qui changerait totalement la donne en matière de détection. Concrètement, sur un champ de bataille, comment se traduirait un tel gain de performance ? Dans le quantique, je refais juste un petit panorama pour vos collègues, si je puis dire. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'ordinateur quantique. Il faut dire qu'il y avait un président d'Atos, d'ailleurs, M. Thierry Breton, qui était un grand communicant, donc il parlait beaucoup de l'ordinateur quantique. C'est un type d'application de la mécanique quantique ou de la physique quantique, mais ce n'est pas la seule. Et je ne suis pas certain que ce soit la plus accessible à court terme, voire la plus prometteuse. Mais à la limite, admettons, ça chemine, mais en tout cas, on est loin d'avoir aujourd'hui des ordinateurs quantiques à l'échelle industrielle. On a plutôt des bêtes de laboratoire qui sont capables de faire un instant de raison très court, des calculs très complexes, très spécifiques, mais ce que j'appelle passer à l'échelle pour l'industrie, on en est encore très loin. Par contre, il y a des branches ou des types d'applications qui sont plus accessibles et qui sont tout aussi révolutionnaires. C'est vrai que celles sur lesquelles on travaille, c'est tout ce qui est capteur quantique et communication quantique. Donc effectivement, on utilise ce que j'appelle moi des bizarreries de la mécanique quantique, mais qui, de par leurs propriétés bizarres, amènent des résultats assez extraordinaires. Dans le cadre des capteurs que vous avez cités, effectivement, on va pouvoir améliorer la performance d'un capteur. Alors on peut dire 1000, on peut dire 100, on peut dire 10 000, enfin d'un facteur qui est juste considérable. Et pourquoi j'ai du mal à répondre à votre question? Parce que justement, c'est une telle échelle qu'on a du mal à imaginer ce que ça va donner. Dans l'industrie, quand vous passez d'une génération N à une génération N plus 1, on va essayer de s'améliorer. Performance, je parle de la performance d'un moteur, je ne suis pas motoriste, mais enfin bon, voilà. On va dire qu'il va être 30% plus frugal, plus puissant, plus efficace que vous voulez. On va raisonner en pourcentage. 10%, 20%, 30%, allez, 50%, vous avez fait un saut gigantesque. Voilà. Mais là, ce n'est pas 30%, 50%. C'est 1000 fois mieux. C'est comme si je vous disais, par exemple, la médecine va vous permettre de vivre 20% de plus. Là, vous allez vivre 100 fois plus longtemps. Donc voilà, c'est un tel changement d'échelle qu'on a parfois un petit peu de mal, ça fait même tourner la tête, à imaginer ce que ça veut dire en termes d'application. Alors, on a commencé à y réfléchir, bien sûr, et on voit ce que ça donne, par exemple, sur des performances améliorées d'un facteur 1000 pour des centrales inertielles dans les avions. Ça veut dire que vous pouvez faire des vols transatlantiques demain matin sans aucun repère externe pour un avion. Aujourd'hui, un avion, pour se guider dans l'espace, il a, je dirais, un certain nombre d'instruments.
il a des centrales inertielles qui lui permettent de savoir où il est dans l'espace sans faire appel au GPS ou autre. Bien sûr, en plus, il a le GPS, et c'est tout ça qui fait qu'il arrive à bon port. Mais la centrale inertielle aujourd'hui, qui n'est pas basée sur des propriétés quantiques, elle a une performance qui est déjà superbe, mais au bout d'un vol transatlantique, elle a un petit peu dérivé, parce que en tout cas, si vous ne la recalez pas par un repère extérieur, elle va un petit peu dériver. Et en fait, quand vous arrivez du côté Amérique du Nord, la pression de l'atterrissage, il sera de l'ordre du kilomètre. Avec des centrales inertielles dites à atomes froids, cette performance ou cette précision, à la fin du vol transatlantique, c'est le mètre. Vous retrouvez cette échelle de 1 km, 1 mètre, cette échelle 1000. Voilà. Et donc on va effectivement pouvoir améliorer typiquement le guidage en 3 dimensions d'un facteur 1000. Dans le domaine, là j'ai pris un exemple civil, dans le domaine de la défense, par exemple, on travaille sur les squiff, donc qui est une autre propriété, une autre bizarrerie de la mécanique quantique qui permet de décorréler la longueur d'onde de la taille de l'antenne. Quand vous émettez des communications, vous avez des bandes de fréquences, UHF, VHF, HF, voilà, ultra haute fréquence, UHF. Quand vous prenez effectivement des fréquences extrêmement basses, des longueurs d'onde donc très grandes, il vous faut des très grandes antennes. C'est à peu près proportionnel. Demain, effectivement, au lieu d'avoir des antennes pour de la VLF, ce qu'utilisent les sous-marins nucléaires, alors tout le monde n'utilise pas des sous-marins nucléaires, ce sont des longueurs d'onde qui vont permettre au signal de faire quasiment le tour de la Terre, en fait. Voilà. Les mâts d'émission, d'accord, elles font plusieurs centaines de mètres. C'est plus haut que la Tour Eiffel. Alors c'est sur des endroits bien gardés en France, voilà, mais effectivement, parce que effectivement, c'est proportionnel à la longueur d'onde. Demain, effectivement, avec ces technologies quantiques, toutes ces émissions, qu'elles soient à très basse fréquence ou très haute fréquence, tiendront dans des antennes qui ne sont pas plus grandes que ça. Voilà. Donc vous allez passer de la taille qui est supérieure à la Tour Eiffel à cette taille-là. Voilà. Ce qui veut dire, en termes de compacité, quand vous prenez des porteurs, que ce soit des véhicules, des avions, des hélicoptères, vous pourrez mettre quasiment n'importe quel type de longueur d'onde et émettre dans n'importe quel type de fréquence. Voilà un autre type d'application. Mais des bizarreries de la mécanique quantique, il y en a plein. Il y a plein de types d'applications. Il y en a dans la médecine. En fait, dès lors que vous utilisez un instrument de mesure, vous pouvez bénéficier quelque part de cette seconde révolution quantique. Ainsi, la montée en puissance de l'informatique quantique représente aussi à la fois une opportunité d'innovation et un risque réel pour la sécurité de nos données. Donc, face à cette double réalité, quel est l'objectif final ? Serait-ce de s'efforcer de développer l'ordinateur quantique ou plutôt d'anticiper et de s'en protéger de lui et de ses effets néfastes potentiels ? En fait, comme souvent, vous faites les deux en fait, à la fois. C'est-à-dire que les gens qui, de toute façon, travaillent sur le futur ordinateur quantique, vous n'allez pas les arrêter. Ils travaillent d'ailleurs en Chine, ils travaillent aux États-Unis, ils travaillent un peu en Europe. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est parti. Bon. C'est vrai que, comme toute technologie, je crois que c'était dit aussi dans une petite vidéo, vous pouvez l'utiliser pour faire des belles choses ou faire des choses qui sont moins belles ou pas belles du tout. L'utilisation de cette performance totalement décuplée, là aussi avec des facteurs d'échelle, on a du mal à imaginer. Ça va permettre de résoudre des problèmes mathématiques extrêmement complexes, des problématiques d'optimisation, par exemple, qui sont extrêmement complexes. Optimiser les réseaux de transport pour les avoir, je dirais, de manière totalement optimisée pour les usagers, optimiser les réseaux énergétiques, donc plein de choses très utiles pour la société. Mais ce même ordinateur quantique, vous pourrez l'utiliser pour casser des codes de chiffrement qui aujourd'hui ne sont pas cassables par des HPC, des supercalculateurs, mais qui le seraient par des ordinateurs quantiques dont leur puissance de calcul sera ou serait décuplée. Donc, à la fois, vous ne pouvez pas arrêter. Ça me semble difficile d'imaginer qu'on dit bon, on va tout arrêter, puis on va tous se mettre d'accord avec les Américains, avec les Chinois, et puis voilà. Donc, mais pour autant, effectivement, en même temps, il faut aussi qu'on réfléchisse comment se protéger d'éventuelles utilisations, je dirais, adverses ou non souhaitées de l'ordinateur quantique. Dans le domaine du chiffrement,
effectivement, les choses d'ailleurs sont parties depuis un certain nombre d'années, c'est comment mettre au point des algorithmes de chiffrement qui, pour le coup, résisteraient ou résisteront à la puissance de calcul d'un ordinateur quantique. Ça porte un nom, ça s'appelle des algorithmes dits post-quantiques, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, voilà, qui résisteront à l'arrivée de l'ordinateur quantique. Et Thales, d'ailleurs, est un des acteurs dans le monde qui travaille sur ces sujets-là. D'ailleurs, on a même déjà fait standardiser ces algorithmes par un organisme qui standardise finalement les algorithmes de chiffrement, qui s'appelle le NIST, N-I-S-T, aux États-Unis, qui vient dire finalement à ceux qui veulent l'utiliser, oui, j'atteste que cet algorithme a telle puissance ou telle capacité de résistance, en l'occurrence, résisterait à ce qu'on appelle des attaques quantiques. Voilà. Donc ça, c'est déjà parti, c'est même déjà dans certains de nos produits qui utilisent de la crypto post-quantique et donc qui est censé résister à des attaques quantiques. Alors, tout ça est quand même compliqué parce que vous dites résister à un objet qui n'existe pas encore. Hein. Bon. Ce qui veut dire que quand le NIST, je dirais, vous tamponne l'algorithme en question, ça veut dire qu'en fait, ce sont que des preuves théoriques. D'accord ? Vous venez en fait à un algorithme, en fait, il s'appuie en général sur un problème mathématique compliqué à résoudre. Hein. Celui qui est le plus utilisé en matière de chiffrement, c'est la décomposition en facteurs premiers d'un grand nombre. Alors, on a tous appris à décomposer des chiffres des grands nombres en facteurs premiers, mais on voit bien que plus c'est grand, moins c'est facile. Bon. Voilà. Donc, on a été chercher des problèmes mathématiques sous-jacents à l'algorithme de chiffrement, encore plus compliqués que ce type de problème mathématique. Voilà. Et là aussi, par preuve formelle, par preuve théorique, on démontre que si effectivement un ordinateur a telle capacité de calcul, pour autant, il ne sera pas le résoudre dans un temps raisonnable. Un temps raisonnable, voilà, c'est un temps qui soit effectivement... si je vous dis que l'algorithme pouvait le déchiffrer en, je sais pas moi, 10 millions d'années, ça ne va pas être très utile. Voilà. Si par contre c'est déchiffrable en quelques secondes, quelques minutes, voire quelques jours, là, quelque part, ça veut dire que votre algorithme, il est vulnérable. Voilà. Donc on travaille là-dessus, c'est déjà une réalité. Effectivement, c'est le côté, je dirais, glaive et bouclier, en quelque sorte, de l'ordinateur quantique. C'est aussi d'avoir des algorithmes de chiffrement qui puissent permettre de garder vos secrets, votre vie privée, vos données privées, pas forcément des secrets d'État, ça peut être simplement pour vous aussi, je dirais, immune de ce type de puissance de calcul. Donc nous avons évoqué les aspects de cybersécurité. Nous aimerions aussi parler de votre implication pour l'environnement. Donc, elle se fait dans vos activités en participant à des projets comme Copernicus, mais elle se concrétise aussi par l'intégration du groupe à l'indice CAC 40 ESG, qui regroupe les 40 entreprises françaises les plus performantes en matière de pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. Concrètement, quelles sont les opportunités et les responsabilités qui découlent de cette intégration ? Peut-être avant de répondre à cette question très précise, je vais peut-être dézoomer un tout petit peu sur finalement c'est quoi l'engagement sociétal d'un groupe comme Thales. Il y a beaucoup de groupes pour lesquels l'engagement sociétal se traduit majoritairement, voire même uniquement, sur le E de ESG ou le E de RSE, le E de environnemental. Et bien sûr, c'est très important. Et notamment la lutte contre le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, etc. Thales a ceci de spécifique, en tout cas d'un peu particulier, que notre engagement sociétal, et encore une fois, je dis toujours, restons modestes quand on dit ça, je veux dire, n'est pas que sur le E de ESG, il est sur d'autres aspects ou d'autres grands défis sociétaux qui se posent à nous tous, à nos sociétés, etc. Et finalement, on l'a résumé de manière là aussi à s'en souvenir facilement, c'est comment on peut contribuer à un monde plus sûr, plus vert et plus inclusif. Voilà. Alors ça fait un peu slogan publicitaire, mais en l'occurrence, ça décrit bien, finalement, au bout du bout, à ce qu'on fait sert à quoi. Voilà. Plus sûr, c'est nos activités de défense. C'est aussi protéger nos pays, nos démocraties, la façon dont on aime et souhaite vouloir pouvoir vivre ensemble d'un monde qui est dangereux. Plus vert, c'est l'engagement, le E pour le coup,
de RSE, de G, c'est effectivement comment, d'une part, apporter notre contribution essentiellement dans le domaine aéronautique à la décarbonation de l'aéronautique. Alors pour nous, on ne fait pas de moteur, on ne fait pas d'aérostructure, c'est plutôt des travaux sur l'optimisation des trajectoires des avions en vol, qui sont peu ou pas optimisés en fait aujourd'hui. Et avoir des gains d'ailleurs immédiats de 10-15% de consommation de carburant et donc d'émissions de CO2 et donc de moindre impact sur l'environnement. Et puis quand je dis plus inclusif, alors bon, c'est je dirais quelque chose de très vaste, mais en ce qui nous concerne, effectivement, il y a un certain nombre d'activités qui nous permettent de répondre à un certain nombre de grands défis d'inclusivité. J'en cite deux, parce que un, ça illustre bien ce qu'on fait, et c'est vraiment au cœur de nos activités. Le premier, c'est celui de la fracture numérique. D'ailleurs, on l'a vu pendant le Covid, entre, je dirais, les pays, ou quand je dis pays, ou les villes, ou les villages, ou les zones qui avaient accès à Internet ou pas, je dirais, un vrai handicap ou une vraie différence entre ceux qui l'avaient et ceux qui ne l'avaient pas. Parce que, qu'on aime Internet ou qu'on n'aime pas Internet, Internet, c'est aussi, il y a des bêtises, mais c'est aussi l'accès à la connaissance, c'est l'accès au savoir, c'est l'accès au service public. Pendant le Covid, c'était aussi accès à l'école et à l'enseignement. Lutter contre la fracture numérique, il y a des gens comme Orange qui le font en France, bien sûr, mais pour autant, il y a des pays pour lesquels, si vous voulez traiter toutes les zones blanches, la fibre, le réseau terrestre, n'est pas la solution économique viable. Voilà. Alors je vous prends un cas qui est évident. L'Indonésie, c'est un pays qui est fait de 17 000 îles. Voilà. Donc effectivement, pour raccorder les 17 000 îles à Internet, c'est le satellite. Et ce qu'on fait dans une activité spatiale, qui permet effectivement d'apporter la connectivité par le satellite, répond effectivement en grande partie à cette question de la fracture numérique. Un autre exemple que je cite est celui qui vient de notre activité d'identité numérique, qui est le fait de donner ou apporter une identité légale à chacun d'entre vous. Ça nous semble évident d'avoir une identité légale, ça s'appelle une carte d'identité en France, mais vous avez plein de pays où vous n'avez pas d'identité légale. Il y a une étude qui a été faite il y a quelques années par le FMI qui recensait à peu près 1 milliard d'êtres humains qui n'avaient pas d'identité légale sur les 7 milliards. Voilà. Alors c'est beaucoup en Afrique, mais pas que. Donc effectivement, imaginez votre vie si vous n'avez pas d'identité légale. Vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne pouvez pas voyager, vous ne pouvez pas voter, vous n'avez pas d'accès aux services sociaux, bref, vous n'existez pas. Voilà. Par nos activités effectivement identitaires, nous apportons, alors en fait nos clients c'est les gouvernements, c'est pas les individus, les systèmes qui permettent effectivement de doter ces pays d'identité légale, ou plutôt qui permettent à ces pays de doter les citoyens d'une identité légale. Voilà. Donc à la fois la façon de décrire Thales, on peut l'écrire par ses métiers historiques. On fait des cartes bancaires, on fait des cartes SIM, on fait des satellites, on fait de l'avionique, on fait de la défense, on fait de la cybersécurité. Mais je pense que ce qui parle de plus en plus, en tout cas un certain nombre de personnes, c'est d'expliquer le groupe en le présentant à la fin des fins, ça sert à quoi ce qu'on fait. Voilà. D'où ce résumé en disant que voilà, contribuer ou apporter notre contribution à un monde plus sûr, plus vert et plus inclusif. Après, le cas ESG, qui est un indice, honnêtement, qui a été créé par Euronext, c'est un peu marketing ce qu'ils ont fait. Bon. Je ne critique pas, mais enfin bon, c'était une manière aussi d'animer, je dirais, la cote. Oui, on est très fiers d'être rentré dans cet indice, parce que ça demande pas mal d'efforts pour y arriver. Est-ce que ça change notre vie à part la fierté d'y être arrivé, non, ça ne va pas changer la vie de Thales. Il y a bien d'autres choses qui, je dirais, sont importantes. Et ce que je vous ai dit, justement, quand je dis je vais commencer par dézoomer sur notre engagement à essayer de contribuer à relever des grands défis sociétaux, me semble plus important que de rentrer dans tel ou tel indice, même si nous n'avons pas de plaisir de l'avoir été reconnu à cette occasion. On en a déjà parlé tout à l'heure, mais le récent passage à l'économie de guerre a été particulièrement favorable à Thales, mais il a également suscité des critiques sur l'aspect éthique d'une telle augmentation de rentabilité dans un contexte de conflit armé.
quel message aimeriez-vous transmettre aux jeunes qui pourraient hésiter à rejoindre un domaine aussi complexe et stratégique que celui-ci? Il y a plusieurs questions dans votre question. Ça, c'est pas du tout traduit par une augmentation de rentabilité. On nous a demandé de faire plus de choses. C'est pas pour autant que, je veux dire, la profitabilité du groupe a été changée. Moi, ce que j'ai vu juste après les attentats du Bataclan en 2015, un afflux de jeunes, justement, qui retrouvaient du sens en voulant travailler dans des entreprises qui donnaient du sens à ce qu'on faisait. Et protéger nos pays, protéger nos démocraties, protéger nos valeurs, oui, ça a du sens. Et oui, il y a plein de jeunes qui veulent effectivement participer, ou là leur travail quotidien, à ce grand enjeu. Je ne dis pas que tout le monde a envie de le faire, mais je peux vous garantir que beaucoup de jeunes ont envie d'apporter leur pierre à l'édifice. Voilà. C'est une activité qui, après, chacun peut avoir son avis sur est-ce qu'elle m'attire, est-ce qu'elle ne m'attire pas. En tout cas, depuis je dirais qu'on travaille sur ces questions-là, ça rend peut-être plus compréhensible les choses, ça les factualise mieux, et puis ça remet les choses en perspective. Il y a des questions que vous ne m'avez pas posées, vous allez peut-être me poser sur les questions d'exportation. Question qu'on a souvent finalement. Quoi qu'on en a un tout petit peu parlé au début. Voilà. Qui doit décider finalement de ce qu'on doit vendre ou ne pas vendre à l'exportation? Moi, je vous redis, c'est certainement pas une entreprise privée. Je n'ai pas été élu par le suffrage universel. C'est un conseil d'administration qui m'a proposé de diriger ce groupe. Je n'ai pas de légitimité à trancher des débats aussi complexes, aussi multiformes, qui dépassent largement le champ de l'entreprise et de la pure industrie, de la pure économie, qui touchent à la géopolitique, qui touchent aux droits humains, qui touchent à plein de choses, à l'intérêt national. Voilà. Donc oui, c'est au gouvernement de décider ce qu'il convient de faire. Ils en ont la légitimité, ils en ont même le devoir. Voilà. Après, encore une fois, chacun peut avoir son idée sur, je dirais, telle ou telle industrie, est-elle utile, est-elle futile? Notre échange touche bientôt à sa fin. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Avant de conclure, nous allons laisser la main au public afin qu'il vous pose quelques questions. Merci beaucoup. Je me tourne un tout petit peu vers le public alors. Une main, mais comme c'est dans le noir, je suis juste ici. Vous commencez à avoir... Je ne vous vois pas en fait. Là-bas, là-bas, là-bas. Oui. Ok, vous commencez à avoir beaucoup de concurrence de la part de startups. Je pense notamment à la startup américaine Anduril qui commence à exporter ses solutions de guerre électronique et de lutte anti-drone à l'export. Est-ce que vous avez des trucs à dire par rapport à ça? Des trucs? Oui, j'ai des trucs à dire. C'était pas le bon terme. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ça, une stratégie, un plan? Oui. Non, absolument. On cite Anduril, on cite d'autres entreprises effectivement qui sont des pure data players, comme on dit dans le jargon. Dans ces domaines, nous on fait deux types de choses en matière, je dirais, d'IA appliquée au système de défense. Que là, votre question est sur les équipements de défense. Il y a des choses qu'on fait sur les systèmes d'aide à la décision. Alors le militaire, c'est plein de jargon, ça s'appelle des C2, des command and control, les C4I, etc. Et puis, on met de l'IA aussi dans des capteurs, dans des équipements. Vous avez cité un système de guerre électronique, finalement, ce sont des équipements, des capteurs. Dans les deux cas, mais c'est encore plus vrai pour le cas des capteurs, et du coup, je réponds sur la question de la guerre électronique, par exemple. Je pense que ce qui est très important pour, je dirais,
finalement faire quelque chose de plus performant, parce que ce que cherche finalement le militaire à la fin, c'est un équipement qui soit le plus performant possible. Fait appel à des choses que n'a pas souvent ou n'a pas du tout les pure players du digital. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons, hein, mais en tout cas, j'y vois en tout cas des barrières à l'entrée pour des groupes comme nous, qui fait que, je dirais, on est mieux placé pour, je dirais, répondre à ce type de choses. D'abord, il faut très bien connaître la physique des capteurs. Voilà. Les startups qui viennent vous dire « moi, je vais vous faire des extractions, des algorithmes malins sur de l'acoustique sous-marine sans rien connaître à comment marche une céramique, comment ça vibre et comment vous transformez un signal mécanique en signal digital », déjà, moi, ça me fait réfléchir. Deuxièmement, dans nos métiers, très très souvent, il y a des contraintes, ce qu'on appelle d'embarquabilité. D'embarquabilité, ça veut dire que vous allez mettre un équipement dans une plateforme qui est assez contrainte. Elle est petite en volume, elle n'a pas de puissance électrique ou énergétique infinie. Voilà. Vous ne pouvez pas mettre un data center sur le dos d'un Rafale ou sur un véhicule Scorpion. Voilà. Et donc effectivement, les contraintes d'embarquabilité fait que vous êtes obligé, je dirais, d'aller chercher des races d'algorithmes qui sont très particuliers, dits frugaux, pour aller optimiser la consommation énergétique, la puissance nécessaire, la capacité même du matériel, qui est une deuxième, je dirais, chose qui n'est pas directement accessible à quelqu'un qui part de rien, de zéro. Troisièmement, il faut très bien connaître ce qu'on appelle les CONOPS, les concepts d'opération. Finalement, à quoi sert votre équipement ? Bon. Alors ça, on peut toujours employer d'anciens généraux à la retraite qui viennent vous dire comment ça marche et ce qu'ils en attendent. Mais à nouveau, c'est pas totalement quelque chose qui est totalement immédiat. Et puis la quatrième caractéristique, c'est que pour le coup, il n'y aura pas d'IA s'il n'y a pas de cyber. L'IA est attaquable. Hein. Nous avons attaqué l'IA. On a attaqué ChatGPT. Voilà. Donc on s'est amusé, entre guillemets, à faire dire à ChatGPT comment on fabrique un objet explosif alors que ChatGPT n'a pas le droit de le faire et qu'il y a tout un tas de barrières qui fait que votre prompt, normalement, il ne doit pas passer. D'ailleurs, le prompt qui a permis de hacker ChatGPT est un prompt juste incompréhensible. Hein. Ce n'est pas comment on fait un cocktail Molotov. Hein. Non, ça, effectivement, celui-là, il ne passe pas. Bon. Et donc, il n'y aura pas d'IA dans beaucoup de domaines, mais en tout cas dans le domaine que vous citez, le domaine de la défense, il n'y a pas de cybersécurité. Voilà. Donc, Anduril fait des trucs très chouettes, hein. Je ne dis pas qu'ils ne font pas des trucs bien, mais en tout cas, ça limite, si je puis dire, le nombre d'acteurs qui partent de zéro et qui arrivent dans un domaine tel que la défense, qui nécessite ces quatre choses, physique, compréhension de la physique, les contraintes d'embarquabilité, les CONOPS, et en plus avoir comme une très bonne maîtrise des sujets cyber si on veut faire de l'IA crédible dans la durée. Voilà. Une autre contradiction, j'ai cru qu'il y avait une main qui s'était levée, même si c'était dans le noir, j'ai cru... Ah, j'en vois ici. Ici aussi. J'en ai d'abord une ici. Alors faites-moi un petit coucou, parce que avec le noir... Ah, voilà. Ça y est, je vous vois. Bonsoir, Monsieur Ken. D'abord, merci d'être venu nous parler ce soir. Par rapport au dynamisme de la France en termes de défense, on peut remarquer que nos voisins européens travaillent également sur ce sujet, notamment contre les menaces russes ou chinoises. Et donc, pensez-vous que l'économie de guerre doit rester nationale ou peut-on envisager qu'elle devienne européenne ? Et est-ce réalisable en termes de méthodes industrielles ? C'est sûr que la France n'y arrivera pas toute seule. C'est un peu sous-jacent votre question. Hein. Je dirais... on a besoin de raisonner comme beaucoup de domaines, d'ailleurs. C'est vrai aussi en recherche, en technologie, dans beaucoup d'autres industries, au niveau européen. La difficulté, c'est que, contrairement à des métiers civils que vous pouvez globaliser, avec des marchés qui peuvent un peu se globaliser au niveau européen, les marchés de défense, eux, ils ne sont pas globaux, ils sont nationaux. Chaque pays, aujourd'hui, d'abord, est totalement indépendant dans ses prises de décision, d'acheter ici ou là, d'acheter en Europe ou d'acheter aux États-Unis, de faire développer ou d'acheter tout fait. Et puis, par ailleurs, il y a beaucoup de pays européens qui considèrent que la défense européenne, certes, c'est de s'équiper, entre guillemets, mais aussi c'est l'OTAN.
Et l'OTAN, ça veut dire aussi acheter américain. Voilà. Et c'est pour ça que vous avez pas mal de pays d'Europe de l'Est. Souvent on cite la Pologne, parce que c'est un cas qui est très frappant, qui se tournent majoritairement vers des industriels non européens pour s'équiper en matériel de défense. Voilà. Alors l'Europe est en train de se donner, je dirais, des objectifs d'avoir un certain pourcentage d'équipements réalisés et achetés sur le sol européen pour avoir une certaine autonomie de décision, pour ne pas être totalement dépendant d'un tiers, en l'occurrence des États-Unis, qui un jour pourra vous dire non, finalement, vous avez besoin de ça, je ne vous le donne plus, ou je vous l'ai donné, mais je ne l'entretiens plus, et puis en fait vous n'avez plus rien. Donc avoir son autonomie d'action politique, c'est aussi avoir son autonomie d'action industrielle et donc son autonomie d'action technologique. En fait, les trois s'enchaînent en fait. On ne peut pas raisonner, la couche, politique indépendamment de la couche industrielle et de la couche technologique. Donc voilà, l'Europe est en train de se donner d'objectifs, effectivement, mais c'est vrai qu'on part aujourd'hui de loin. 80% aujourd'hui des achats de matériel de défense en Europe sont achetés en dehors de l'Europe, 80%. Et dans ces 80%, 80% sont achetés aux États-Unis. Voilà. Donc en fait, 2 tiers, 8 fois 64, 2 tiers sont achetés aujourd'hui aux États-Unis. Donc en fait, les pays européens sont très dépendants, alors d'un grand allié, les États-Unis, mais pour autant, c'est un pays tiers. Voilà. La France est plutôt un cas atypique, puisque la France, elle, je dirais, est autonome à 95 ou 99%. Elle développe, produit et entretient à peu près la quasi-totalité des systèmes de défense dont elle a besoin. Voilà. Une des rares choses que la France a achetées, et d'ailleurs plus parce qu'on n'avait pas le temps de le faire, et peut-être pas non plus tous les moyens développés, mais c'est des drones américains. Donc ça a été acheté aux États-Unis, mais tout le reste, la France est quasiment indépendante, autonome, souveraine à 99%. Cette conférence est maintenant terminée. Merci encore, Patrice Kane, de nous avoir honorés par votre venue. Je souhaite aussi à toutes les personnes qui vont au cocktail de se diriger vers les escaliers de Michelin. On remercie aussi Pixeiris pour la couverture photo et vidéo. Et la sortie se fera par le haut de l'amphi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.